conteur, c'est un rêveur, bien sûr, mais c'est aussi un poète. Donc mon rapport au conte est un rapport intime en fait. C'est vraiment un outil, un, un moyen, un mode qui m'a permis de me structurer. De structurer ma pensée, de structurer ma représentation du monde. Ça a vraiment été d'abord quelque chose qui m'a été nourricier pour moi-même. Par contre, dans le cadre de mon histoire personnelle, j'ai extrêmement besoin d'héritage, de m'inscrire dans une lignée. Et je ne me serais jamais permise en fait de conter si je n'avais pas eu l'autorisation d'un conteur. Et ça, pour moi, c'est très important que le conte, en fait, il appartient à une lignée. C'est-à-dire que ça se passe des uns aux autres. On a beau s'autoproclamer parce qu'on a quelque part, avec le renouveau du conte, on a perdu ce lignage. Mais en fait, personnellement, dans mon expérience, j'ai retrouvé cette sensation de lignée. Et c'est important d'avoir eu cet acquiescement. Et en plus, ce n'était pas l'acquiescement de n'importe qui, puisqu'elle s'appelait Mimi la comtesse. Et ça, qu'une comtesse me réponde, ça me ferait vraiment une grande joie qu'après ma formation, tu te mettes à compter. Je serais vraiment très heureuse. Eh bien, ça a été un cadeau, un vrai cadeau d'humain et d'humanité. Mon rapport au conte est un rapport d'humanité. Mon espoir est vraiment de voir le conte devenir plus répandu, qui retrouve sa place en fait de proximité et aussi dans les grands théâtres. C'est-à-dire que on utilise le conte pour tout. On utilise le conte pour faire des histoires au cinéma, on utilise le conte pour écrire du théâtre, on utilise le conte pour faire de la publicité, on utilise le conte partout. Mais on l'utilise, on ne le reconnaît pas. Et il me semble que vraiment mon espoir, c'est de voir du conte raconté dans des lieux les plus improbables, que pas forcément que sur scène, de l'ouvrir à plus de public, que monsieur et madame tout le monde arrête de croire que les contes c'est que pour les enfants, c'est aussi pour eux et ils ont le droit de prendre du plaisir, un plaisir innocent, un plaisir d'être à être, un plaisir qui, quand on touche à l'irrationnel, à l'éthérique, à des choses qu'on ne voit pas, un plaisir comme ça. Et oui, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus d'accessibilité, encore plus de lieux, encore plus de gens qui soient touchés par le conte. Parce que c'était un art populaire et qu'aujourd'hui, ça devient...
c'est plus ça l'art populaire maintenant, c'est la culture de masse. Et on ne fait pas partie de la culture de masse. Donc je faisais du théâtre et puis j'ai eu des enfants et donc j'ai arrêté toutes les activités. Je me suis consacrée à élever ces petits bouts de choux qui avaient 5 et 2 ans. J'étais aux États-Unis, il n'y a pas du tout de garderie, tout ça c'est très cher. Il n'y a pas d'école avant 7 ans, donc voilà, je m'occupais d'eux à plein temps. Et j'adorais aller dans les bibliothèques parce que on avait plein de réservoirs d'images, on avait plein de choses. Et les bibliothèques à cette époque-là, dans les années 90, aux États-Unis, au début des années 90 aux États-Unis, c'était pléthore. C'était la caverne d'Ali Baba. C'était des mètres carrés où il y avait des milliers d'œuvres, toutes plus belles les unes que les autres. On m'avait parlé d'une bibliothèque, j'habitais le Vermont, et on m'avait parlé d'une bibliothèque tout à fait particulière qui s'appelait la bibliothèque de Saint-Alban. J'ai pris ma voiture, il faisait moins 50 dehors, j'avais emmitouflé mes petits garçons, je m'étais emmitouflée et j'ai marché dans la neige craquante, glacée, jusqu'à la bibliothèque où un sas nous a permis d'enlever nos couches et de pénétrer à l'intérieur d'un immense espace chauffé, agréable. Dans un petit coin, il y avait une petite étagère avec des coussins et des livres en français. Alors naturellement, j'ai pris un livre puisque je souhaitais que mes enfants aient quand même une double langue, qui soit bilingue, de telle façon à ce qu'ils puissent parler anglais et français aussi. Donc ils parlaient anglais tout le temps, donc je leur lisais des livres en français. Je sors, je commence à lire les livres et j'en attrape un en particulier qui s'appelle « Au pays des Algonquins, contes pour adultes ». Incroyable. C'était encore un cadeau. Mais un cadeau, il était jubilatoire celui-là parce que il était en français. Il parlait de choses mystérieuses, du monde des Algonquins. Les Algonquins, c'est une tribu qui existait à l'est des États-Unis et qui était nomade, qui déambulait du nord des Appalaches jusqu'au sud. C'est-à-dire que quand il faisait trop froid, ils descendaient sud, quand il faisait trop chaud au sud, ils remontaient nord. C'était beaucoup de tribus, ils avaient une langue commune qui était l'algonquin. Et ces Algonquins, ils ont fait alliance avec les Français. Et ils se sont mis à parler français pour communiquer et à écrire le français. Et là, dans mes mains, j'avais un spécimen de contes d'origine, d'Amérique, de tribu, d'un Indien qui avait mis ça en français parce qu'il parlait bilingue. Il parlait algonquin et français et vivait au Canada. Et là, au Québec. Et donc là, moi, je me suis retrouvée avec cette chose-là dans les mains. Et ça a été une excitation. Mais quand j'ai trouvé ce livre, c'était comme un chercheur de trésors. C'est-à-dire, c'était un trésor. C'est-à-dire, il parlait de ces choses-là que je vivais, mais lui, c'était cohérent. Là, ça avait un début, un développement, une fin. Il y avait même des choses qui étaient magiques, qui étaient merveilleuses. Il parlait de lieux, de points dans la neige qui d'un seul coup, pouvaient happer les gens et que les gens disparaissaient complètement. Wow. Des légendes. Il y avait des choses adaptées. Il expliquait
ce livre, il expliquait toute la mythologie des Algonquins. Et parce que c'était en français, en fait, eh bien, ça rentrait en moi. Ça me pénétrait. Ça rendait les choses... ça me donnait une échelle à l'intérieur de moi. Par exemple, ils n'avaient pas de Dieu. Ils n'avaient pas de mot Dieu. Ils n'avaient pas de forme avec un nuage, avec un bonhomme, avec une grande barbe, une toge blanche. Non, ils n'avaient pas cette représentation-là du tout. Ils avaient l'esprit créateur. L'esprit créateur. Au commencement, il y avait une mer de la conscience. Une mer sombre de la conscience. Et l'esprit créateur a commencé à faire des bulles dans la mer sombre. Ah, mais j'étais envoûtée. J'ai pas pu rendre le livre. J'en ai amené d'autres. J'avais des livres de Walt Disney, avec les histoires des trois petits cochons. Et ben j'ai tout donné à la bibliothèque de Saint-Alban. Mais j'ai gardé celui-là. Et quand il a fallu que je rentre en France, je l'ai ramené avec moi. Et encore aujourd'hui, je raconte la création du monde. Tellement c'est beau, tellement c'est lumineux. Ça parle de notre terre. Et ça parle de notre terre d'une façon vivante, respectueuse et admirative de la beauté que cette terre a. Donc oui, j'ai un rapport particulier avec cette création du monde des Algonquins. Et elle me parle parce que justement, le conte, il est un esprit créateur. Et en même temps, il est fondateur, il est structurant, il nous amène un monde onirique, mais en même temps, il nous ouvre une porte pour un ailleurs. Et ça, j'avoue que la création du monde chez les Algonquins a été fondateur pour moi. D'un seul coup, j'avais les mots pour pouvoir l'exprimer, pouvoir exprimer quelque chose que je croyais de dedans et que je ne trouvais pas dehors. Et c'était vraiment très goûteux. C'est un héritage qui nous vient du fond des âges et qui, j'espère, ira plus loin. Donc ça, il s'inscrit dans le temps, dans la lignée, dans l'héritage et dans la formation, dans donner aux autres, dans le futur. Donc c'est vraiment quelque chose qui perdure. Alors est-ce que ça serait mon rapport au conte, est-ce que ça serait la part immortelle de nous-mêmes? Je ne sais pas, c'est une question. Je reste en questionnement. Le conte m'interpelle sur beaucoup de choses par rapport à comment nous, les êtres humains, nous sommes construits. Et donc c'est un enseignant pour moi. C'est un révélateur et c'est un enseignant. Il a quelque chose qui permet d'accéder directement aux émotions, aux situations émotionnelles graves. Je veux dire, le petit chaperon rouge, quand même, c'est une situation émotionnelle grave de dévorer ou de se faire dévorer. C'est pas n'importe quoi dans la vie. Eh bien, il donne des réponses, il donne des options, il donne des variations, il donne un contenu en fait qui permet d'apprécier cette émotion et de savoir que c'est une émotion, non pas de moi, j'ai cette petite émotion et je suis le seul à avoir cette douleur-là,
Non, c'est d'apprécier qu'en effet, le héros là aussi, l'héroïne là aussi, et que tout ça, c'est notre humanité. Et comment fonctionne notre humanité. Et le conte, il nous parle de ça. Et moi, pour mon rapport au conte, m'enseigne sur mon humanité. La chose facile, c'est d'où je viens. Pour faire très court, de deux côtés. Le côté paternel, qui est d'une vieille aristocratie française, qui descend des Vikings en 980, qui débarquent en France et qui gagnent, et à qui on donne un bout de terre, la Normandie. Et de bon an mal an, et finissent une branche de ma famille paternelle, arrive dans le Limousin, bien entendu, et la Dordogne, évidemment. Et en 1900 se marie ma grand-mère, une grosse bourgeoise bordelaise, avec mon grand-père, l'aristocrate. Et ils font une ribambelle d'enfants, dont mon père, qui est le numéro 8, qui sera le cadet, l'oncle d'Amérique, celui qui a fait fortune et qui a essuyé ses revers de fortune et qui a remonté l'affaire, et meurt quand j'ai 20 ans. Et je me retrouve à la tête d'1 million de francs lourds. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et moi, j'en veux pas. Je veux pas de ce rêve d'argent. Je veux trouver autre chose. Dans cette autre chose, j'ai l'autre côté. L'autre côté qui est le côté maternel, qui est relativement aisé, artiste, musicien, écrivain, librairie, Marseille, Avignon, Mistral, là-dedans. Et il sort une petite fratrie dans les années 20 de 2 frères et une sœur. Ma mère, la sœur. Toujours la cadette, celle qui va s'en aller, celle qui va aller parcourir le monde et qui va se retrouver en Amérique, rencontrer l'aristocrate. Et c'est comme ça que je suis née, de cette alliance de 2 Français aux États-Unis. De là, ma mère portait un secret et j'ai toujours essayé de comprendre quel était ce secret. Et ce secret, c'est la mort de son enfant, quand elle a 17 ans, ma sœur. Et ce secret me relie intimement entre le monde des morts et le monde des vivants. Et à aucun moment, j'ai renoncé à ça. À aucun moment, dans toutes les choses de ma vie, j'ai dit « Ok, je renonce à ce lien, je renonce à ce contact avec autre chose pour être social, pour être sociable, pour être bien vu, pour être reconnu. » Non, non, je m'en fous. Moi, je veux ce lien. Tapez-moi dessus, faites ce que vous voulez de moi, c'est pas grave. Moi, je veux ce lien. Et cheminant, cheminé, j'ai croisé mes pas un jour avec un réalisateur de films chilien d'origine juive, Alejandro Jodorowsky. Et là, j'ai tout de suite 23 ans, je suis beaucoup plus grande qu'avant. Et il me donne le tarot de Marseille. En me donnant le tarot de Marseille, c'est comme s'il me donne une structure dans ce monde, dans cet autre monde. En me donnant le tarot de Marseille, il me dit si, mais lave ton corps avec le tarot de Marseille. Et comment dire, j'ai lavé mon corps avec le tarot de Marseille. J'ai dormi avec chacune des cartes jusqu'à ce que la carte devienne un rêve. J'ai tout noté. Chacune des cartes, quand je me réveillais et que ce n'était pas le rêve que je voulais, le lendemain, je recommençais jusqu'à ce que je sente que c'était le rêve de la carte. C'était la carte qui m'avait inspiré ce rêve. J'ai eu 78 arcanes, je les ai rêvées toutes.
Et j'ai tout noté dans chaque cahier. Avec Alexandre Jodorowsky, j'ai appris qu'il n'y avait pas de futur. Que toute cette histoire de bonne fortuna, c'était quelque chose d'un peu... allez, si tu y crois, ça se fait. Si tu n'y crois pas, ça se fait autrement. Et au fond du fond, quand il me disait « Qu'est-ce que tu cherches ?» Au fond du fond, tout est une question de croyance. Et ça, j'avoue que j'ai dégusté ça en disant « Eh bien, si je ne crois pas à l'argent, eh bien, voilà, ma vie aura une autre teinte. Si je ne crois pas à la bonne vie bourgeoise, ma vie aura une autre teinte. Si je crois dans mes rêves, qui ne sont pas le rêve d'avoir quelque chose pour dire qu'on est quelqu'un, eh bien, ma vie aura une autre teinte. » Et j'ai avancé dans la vie ainsi. Ça fait 20 ans que cette conteuse m'a dit « Je serais vraiment honorée si tu comptais après ma formation. » Et d'abord, comme j'ai été comme une goulue. C'est-à-dire qu'il a fallu que plus j'en lisais, plus ils étaient là, plus il y en avait, plus j'étais affamée. Est le mot. Vraiment affamée. Et je faisais beaucoup d'improvisation. Je voulais rien noter. J'empruntais des livres à la médiathèque, je les rendais immédiatement, j'allais les raconter. C'était quelque chose de complètement fluide. Et puis s'il me manquait un chapitre, eh bien je cousais le chapitre. C'est-à-dire que les histoires, elles étaient complètes, et comme elles étaient complètes, elles me complétaient, et si jamais j'en oubliais un bout, eh ben j'improvisais là-dessus. Et j'ai passé de longues années à faire ça, à improviser sur mes histoires, et en expérimenter beaucoup. C'est-à-dire que je les racontais une petite dizaine de fois, puis après, hop, j'en prenais d'autres, et j'allais toujours en chercher plus. C'est comme si j'avais envie de trouver le plat délicieux et que en fait ils étaient tous bons ils étaient tous bons. Alors je voulais encore et celui-là et celui-là et celui-là. Et à un moment donné, je trouvais une limite. C'est peut-être ça aussi que je cherchais, une limite. Une limite dans le sens que toujours improvisé, il y a quelque chose où on fait le tour de la pièce qu'on a en soi. On fait le tour de notre maison. Ou si c'est un village, on fait le tour de notre village. Et que j'aime l'image de la pièce parce que c'est contenant. Et bien dans cette pièce, à un moment donné, il va falloir lui accrocher des tableaux. Il va falloir lui mettre un lit ou une table, une chaise. Il va falloir faire que nous puissions vivre dans cette pièce. Et mon travail d'improvisation n'était que d'explorer des pièces et des pièces et des pièces. Une fois que j'ai exploré toute ma capacité à pouvoir contenir des pièces, eh bien, mon évolution naturellement est passée à choisir une pièce et l'habiter, décider quelle sera la salle d'eau ou quelle sera la salle de méditation, ou quel sera le lieu, le rêve, le lieu où je me couche pour rêver. Donc, l'évolution de mon conte et de mon rapport au conte et de mon art de conter a été vraiment de passer à une exploration, à un déploiement d'images en fait.
plein de beauté en fait. Et, et j'aime beaucoup ce verset de Rumi qui dit le monde est verdoyant, tout rempli de jardins, illuminé par le visage d'une beauté souriante. Partout brillent les joyaux venant de la mine. Partout se trouve une âme qui correspond à une âme. Parce que si on ne voit pas la beauté, alors on ne pense qu'à la laideur. Et être avec la beauté et être avec la poésie, c'est un état, c'est un choix, c'est une pratique. Et c'est une pratique au quotidien. Comme se laver, eh bien vivre avec la poésie, c'est laver son âme. Et laisser être le poète en soi. Donc le conteur, c'est un rêveur, bien sûr, mais c'est aussi un poète. Est-ce que le poète est un conteur? Je dirais que aussi, le poète raconte des histoires à sa façon. Il évoque des sentiments, il évoque un monde, il évoque autre chose. Donc la prise de conscience, c'est ce travail-là d'ouvrir la chrysalide et de passer dans un autre univers de conscience. Donc c'est pas un truc facile. Personnellement, ma plus belle prise de conscience, ça a été au moment où je suis allée faire un stage de conte avec Henri Gougaud. C'était près du Bouchara, là, près de Narbonne. On était en huis clos avec Henri Gougaud. On était une vingtaine de stagiaires et bien sûr, il a fait le tour comme ça. Et toi, tu as ton quoi de ce stage et toi, tu as ton quoi de ce stage. À un moment donné, c'est arrivé à mon tour. Et toi, tu as ton quoi de ce stage. Et j'ai dit, je sais pas trop. J'ai un problème avec mon répertoire. Parce que depuis un certain temps, j'observe que mon répertoire, quand je vais compter, je me dis tiens, je ferais bien celle-là et celle-là et celle-là. Je mets ça sur un petit papier, genre une petite liste de courses. Et je travaille avec cette liste de courses, je ne sais pas où la mettre, je la mets sous mon fesse, je la mets dans ma poche, je la mets dans mon panier, bref. Et récemment, ma liste de courses, elle est devenue comme encartonnée. Et j'ai l'impression que mon répertoire est devenu du carton. Il est plus fluide, il est plus souple, il est cartonné, quoi. Je ne sais pas comment faire, j'ai du mal avec mon répertoire. Et Henri a ri. Il a dit « Ah, mais c'est parce que tu ne sais pas que le répertoire est vivant. » Vivant? Comment c'est possible que d'un livre à une liste de courses, il y a un truc qui soit vivant là-dedans? J'ai fait bon, si tu le dis. Et d'un coup, mais alors sans en avoir l'air du tout, j'étais tranquillement en train de prendre des notes sur ce qu'on pouvait dire sur le conte avec Henri Gougaud, bien entendu, quand d'un seul coup, un mot m'a fait revenir une histoire de mon répertoire. Mais pas me faire venir une histoire enregistrée ou dans un livre, non. L'histoire, elle était comme le souvenir d'un rêve. Quand on se réveille le matin et qu'on dit « Ah oui, j'ai rêvé. Mais de quoi j'ai rêvé? Ah, c'est ça mon rêve. » Eh bien, un mot venait se percuter je ne sais où en moi, et je me dis, ah ben oui, je me souviens de cette histoire. Et je la notais comme je note un rêve.
Et ma plus belle prise de conscience, ça a été qu'en fait, les contes sont comme des rêves, ils ont la même immatérialité. Ils sont oniriques, ils sont impalpables, ils sont faits d'éther. Et le fait qu'ils soient faits de cet éther-là me renvoyait à mon humanité, c'est-à-dire je ne suis pas que chair en fait, je ne suis pas que sang, je ne suis pas que poumon qui inspire de l'oxygène, je ne suis pas qu'une mécanique. Il existe en moi, je ne sais où, je ne le vois pas, d'ailleurs c'est invisible, on ne nous a pas appris à le voir en tous les cas, quelque chose qui existe en moi, et en fait qui existe en nous tous, qui est invisible et qui est éthérique. À un moment donné, je me suis... ça a été une très grosse prise de conscience. Parce que, en fait, il y avait un passage entre la matière et ce monde onirique. Et que le conte était des... que, en fait, le conteur, plus que le conteur, lui, était la porte. Le conteur matériel, là. Notre matière servait de porte à ce passage d'un monde onirique au monde matériel. Il y avait quelque chose là qui se tissait. Je sais. Et quand on réussit dans un spectacle ou avec des gens, quand on leur conte des histoires, à les emmener vraiment ailleurs, ils oublient tous leurs soucis, ils oublient qu'ils sont à l'hôpital, ils oublient qu'ils ont passé un mauvais été, ils oublient tout. Et ils sont dans l'univers du conte, ailleurs. Eh bien, ça, pour moi, c'est des vraies prises de conscience, c'est des perles de conscience. En fait. Le conteur est un porte-parole. Comme il porte une parole qui a traversé le temps, il est forcément en position de témoin, quelque part. Quelque part, il est dans la société et en dehors de la société. Et son rôle de témoin va faire qu'il va être décalé par rapport à la société. Donc ça, c'est un état de conteur. Homère, il a fait ça, etc. C'est pas spécifique à aujourd'hui. Pour moi, c'est spécifique du fait d'être conteur. Comme l'agriculteur, c'est celui qui fait pousser des légumes. Donc, le rôle du conteur aujourd'hui, c'est un rôle anti-constitutionnel, je dirais. Anti-culture de masse, en fait. Pour moi, il arrive comme un non-faire dans cette culture, dans cette industrie. Parce que sa parole est unique, elle se vit avec les autres. Alors évidemment, on peut faire des enregistrements, on peut faire des vidéos, on peut faire des trucs audio, mais quand le conteur va venir en présence refaire son conte, ça sera particulier ce jour-là. Ça ne sera pas le même, ça ne sera pas la même chose. Donc pour moi, le rôle du conteur aujourd'hui, il est dénonciateur, il est mis en abysse des choses qu'il voit, dont il est le témoin, et dont il se réfère
euh, dans, dans les profondeurs de l'humanité, dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est un passeur en fait. Le conte, par rapport à ce monde onirique qui existe, qui définit, qui montre du doigt, mais qui aussi fait faire expérience chez l'autre, du coup, bien, ça a une incarnation, ça a une puissance charnelle en fait. Et c'est ça qui me semble très, très intéressant et vraiment que j'ai expérimenté, dont en fait Lévi-Strauss parle de la parole performative, c'est-à-dire de la parole qui s'incarne. Dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe. Donc cette parole qui s'incarne, il l'avait remarqué auprès d'une femme dans une tribu où il avait été observateur, d'une femme qui essayait d'accoucher et qui n'arrivait pas parce que son bébé était mal placé. Alors du coup, on lui a dit va voir le chaman. Et le chaman, enfin ça s'appelait pas chaman à l'époque, va voir le sorcier. Et le sorcier a regardé, a regardé le bébé, a regardé la femme et il l'a emmené sur une pierre. Sur cette pierre, il lui a fait le commencement du monde suivant cette tribu. Avec toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, etc. Pendant le temps où il a raconté ça, le bébé s'est placé correctement et a pu naître.